Lors du dîner de famille, mon père a levé son verre à notre seul enfant qui a réussi, Lucas, le nouveau directeur. J'étais la présidente directrice générale pour laquelle il mentait. J'ai simplement souri et j'ai demandé, comment apprécie-t-il le nettoyage des toilettes de la direction? Mes parents m'ont humilié lors de leur gala d'anniversaire, déclarant publiquement que mon frère était leur seul enfant ayant réussi alors que je me tenais juste à côté de lui. Je suis parti silencieusement, le cœur brisé mais résolu. Plus tard, quand il m'a supplié de lui donner du travail, je l'ai embauché comme agent d'entretien. Un secret que j'ai gardé pour leur prochain toast vantard. C'est ici que l'histoire commence vraiment. Et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour suivre cette histoire jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. Depuis quel endroit du monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La pièce tournait. Ou peut-être était-ce juste l'afflux soudain de sang quittant ma tête. Je me souviens d'avoir serré le pied de ma flûte à champagne si fort que j'ai cru que le cristal allait se briser dans ma main, envoyant des éclats de verre dans ma paume. Cette douleur physique aurait été préférable à la douleur sourde qui se propageait dans ma poitrine. C'était le 40e anniversaire de mariage de mes parents. Le lieu était exquis, une salle de bal pour laquelle j'avais discrètement payé la compte, bien que personne ne le sût. Les lustres ruisselaient de faux diamants, projetant une lumière scintillante et fracturée sur les visages de notre famille élargie, de nos amis et de nos voisins. Je me tenais près de la table d'honneur, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de mon père, me sentant comme un fantôme dans ma propre vie. J'avais combattu une migraine toute la journée, le genre qui commence à la base du crâne et se ferait un chemin vers l'avant derrière les yeux. J'avais failli ne pas venir à l'événement. Mon entreprise, une société de logistique qui s'était récemment étendue sur 3 nouveaux marchés internationaux, était au milieu d'une migration logicielle critique. Je n'avais pas dormi plus de 4 heures par nuit au cours du mois dernier. Mais je suis venu. Je me suis présenté parce que j'étais la belle fille. J'étais Amélie. J'étais celle qui était toujours là. Mon père, Bernard, a tapoté sa cuillère contre son verre. Le tintement aigu a coupé le murmure des conversations. La pièce est devenue silencieuse. Il s'est levé, lissant sa cravate, le visage rougi par le vin et la fierté. Ma mère, Sylvie, était assise à côté de lui souriant avec ce regard adorateur qu'elle réservait strictement aux hommes de sa vie. Merci à tous d'être venus, a commencé Bernard, sa voix résonnant sans microphone. 40 ans. C'est long pour construire une vie. C'est long pour construire un héritage. Il a fait une pause pour faire de l'effet, regardant autour de la pièce. Ses yeux ont balayé mon visage, remarquant à peine ma présence avant de se verrouiller sur l'homme debout à ma gauche. Mon jeune frère, Lucas. Quand Sylvie et moi repensons à nos plus grandes réussites, a poursuivi Bernard, la voix chargée d'émotion. Nous savons que notre travail acharné en valait la peine. Nous regardons notre fils, Lucas. Il a fait signe à Lucas de se lever. Mon frère, portant un costume légèrement trop serré et un sourire légèrement trop large, s'est levé et a salué de la main. Il ressemblait en tout point au garçon prodige. Lucas, a annoncé mon père en levant son verre plus haut. Un associé principal des ventes, un homme qui fait des vagues dans la ville. Cela apporte à un père une telle paix de savoir qu'il a élevé un gagnant. De savoir que parmi tout ce que nous avons fait, nous avons produit au moins un enfant qui a véritablement réussi et qui porte le nom de famille avec un tel prestige. L'air a quitté la pièce. J'ai ressenti le silence physiquement. Il s'est enroulé autour de ma gorge. Au moins un enfant qui a véritablement réussi. Je suis resté là, figé. J'étais la présidente directrice générale d'une entreprise qui employait 400 personnes. Je venais de figurer dans un magazine d'affaires régional, dont je leur avais envoyé un exemplaire par la poste et qui, je le soupçonnais, se trouvait non ouvert dans leur bac de recyclage. Je leur avais acheté leur voiture. J'avais payé de manière anonyme la dernière part de leur hypothèque il y a 2 ans. Mais pour Bernard et Sylvie, je n'étais qu'Amélie qui faisait quelque chose avec des ordinateurs. Amélie qui était célibataire à 32 ans. Amélie, l'éternelle seconde. Lucas ne l'a pas corrigé. Il ne m'a pas jeté un regard d'excuse. Il s'est simplement prélassé dans les applaudissements, hochant la tête comme s'il avait inventé le concept de succès lui-même. Ma mère a applaudi le plus fort, les yeux embués. Je les ai regardés, mon père, gonflé d'arrogance,
ma mère, aveuglée par sa dévotion, et Lucas, s'imprégnant de la gloire imméritée. La migraine a atteint un pic, un éclair de douleur aveuglant qui a failli me faire plier les genoux. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas jeté mon verre. Je n'ai pas crié que ma valeur nette était 10 fois supérieure à ce que Lucas gagnerait en toute une vie. J'ai simplement posé mon verre sur la nappe blanche. Il a fait un bruit sourd que personne n'a entendu à travers les applaudissements. J'ai tourné le dos à la table d'honneur, j'ai traversé la foule en liesse et j'ai poussé les lourdes doubles portes pour sortir dans l'air frais de la nuit. Alors que les lourdes portes se refermaient, étouffant le son de ma famille célébrant la médiocrité de mon frère, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. La trahison n'était pas seulement qu'il ne me respectait pas. La trahison était qu'il ne me voyait même pas. Et cette réalisation faisait plus mal que le diagnostic des ulcères induits par le stress que j'avais reçu à peine une semaine auparavant. Le voiturier avait l'air inquiet lorsqu'il a amené ma voiture. Je devais avoir l'air d'une épave. Pâle, tremblante, peut-être sur le point de m'évanouir. « Allez-vous bien, madame ?» a-t-il demandé en tenant la portière ouverte. « Je vais bien », ai-je menti, ma voix semblant fragile à mes propres oreilles. Juste un mal de tête. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Pas de radio, pas de balado, juste le bourdonnement des pneus sur l'asphalte et le balayage rythmique des essuie-glaces alors qu'une pluie légère commençait à tomber. Le trajet m'a donné le temps de réfléchir, ce qui était dangereux. D'habitude, quand mes parents me rabaissaient, je rentrais chez moi et je pleurais. J'appelais une amie et je me vidais le cœur. J'essayais de rationaliser. Ils sont vieux jeux. Ils ne comprennent pas l'industrie technologique. Lucas a plus besoin d'approbation que moi. Mais pas ce soir. Ce soir, les larmes ne sont pas venues. Au lieu de cela, une pierre froide et dure s'est installée dans mon estomac. Je me suis garé dans l'allée de ma maison, une vaste structure moderne de verre et de pierre que j'adorais et que ma mère avait visitée exactement une fois. Elle l'avait qualifiée de froide et avait demandé pourquoi j'avais besoin de tant d'espace si je n'avais pas de mari pour la remplir. Je suis entré dans la cuisine et je me suis servi un verre d'eau. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était un message de Lucas. « Lucas, où es-tu passé ? Maman demande pourquoi tu es parti avant le gâteau. » Un peu impoli, ah mais. J'ai fixé l'écran. Un peu impoli. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé la conversation. Les quelques semaines suivantes ont été un tourbillon de travail, qui était mon sanctuaire. Au bureau, je n'étais pas la fille décevante. J'étais la patronne. J'étais l'architecte de chaînes d'approvisionnement complexes. J'imposais le respect, non pas en raison de mon sexe ou de mon ordre de naissance, mais parce que j'étais doué dans ce que je faisais. Je me suis jeté à corps perdu dans la migration logicielle. J'ai travaillé 16 heures par jour. J'ai arrêté d'appeler mes parents le dimanche. Ils ne l'ont pas remarqué. En fait, la seule fois où j'ai eu de leurs nouvelles, c'est 3 semaines plus tard, lorsque ma mère a appelé pour me parler du nouvel appartement de Lucas. C'est tout simplement magnifique, Amélie, s'est-elle extasiée au téléphone pendant que je signais les autorisations de paix. Il a une vue sur la Seine. Bien sûr, le loyer est élevé, mais avec les commissions de Lucas. Eh bien, tu sais à quel point il réussit. C'est super, maman, ai-je dit, d'une voix neutre. Je dois y aller. J'ai une réunion. Toujours en train de travailler, a-t-elle soupiré. Tu devrais demander à Lucas quelques conseils sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il trouve toujours du temps pour nous. J'ai raccroché. C'était exaspérant, mais c'était aussi éclairant. Il vivait dans un monde imaginaire où Lucas était le magnate et moi la vieille fille en difficulté. Puis, environ 2 mois après la fête d'anniversaire, la fissure a commencé à se montrer. J'assistais à un déjeuner de charité pour les propriétaires d'entreprises locales. C'était le genre d'événement où tout le monde porte des badges et échange des poignées de main rigides. J'étais là pour représenter mon entreprise, Hexagone Logistique. Je me tenais près du buffet quand j'ai surpris 2 hommes en train de parler. L'un d'eux était le directeur régional de l'entreprise de vente pour laquelle Lucas travaillait. Je l'avais reconnu grâce aux publications de Lucas sur les réseaux sociaux. J'ai dû le renvoyer, disait le directeur en secouant la tête. Gentil garçon, beaucoup de charme, mais il ne pouvait pas conclure une vente, et encore moins un contrat, et les notes de frais ? Un cauchemar. Nous sommes encore en train d'auditer le dernier trimestre.
J'ai dressé l'oreille. Je me suis figé, planant au-dessus d'un plateau de mini-quiche. C'était qui? A demandé l'autre homme. Lucas, a répondu le directeur. Lucas, de nom de famille. C'est dommage. Il parlait beaucoup mais ne faisait rien. Je me suis éloigné doucement, le cœur battant. Lucas avait été licencié. Licencié pour incompétence et dépenses douteuses. J'ai attendu que la discussion de groupe familial explose. J'ai attendu l'appel paniqué de ma mère. J'ai attendu que Lucas demande un prêt. Des jours ont passé, puis des semaines. Rien. Sur les réseaux sociaux, Lucas publiait des photos de déjeuners d'affaires, qui, je m'en rendais compte maintenant, n'étaient que des déjeuners en solo, et des légendes sur le travail acharné. Mes parents commentaient toujours. Si fier et continue comme ça. Il ne leur avait rien dit. Il leur mentait. Il prétendait que tout allait bien. Brûlant probablement ses économies et ses cartes de crédit pour maintenir l'illusion de l'enfant qui réussit. Je me suis assise dans ma chaise de bureau, tournant lentement, regardant la ligne d'horizon de Paris. Un lent et sombre sourire a effleuré mes lèvres pour la première fois depuis des mois. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que j'étais invisible. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je suis la maîtresse du jeu auquel ils essayaient de jouer. Je connaissais la vérité. Et dans les affaires, l'information est l'arme la plus mortelle de toutes. Pour comprendre pourquoi cette trahison m'a blessé si profondément, il faut comprendre l'histoire. Je n'ai pas seulement existé aux côtés de Lucas. J'avais passé ma vie entière à le soutenir. Quand nous étions au lycée, c'était moi qui relisais ses dissertations parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Quand il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse à l'université, c'était moi qui avais conduit 2 heures au milieu de la nuit pour venir le chercher au poste de police, payant la caution avec les économies que j'avais rassemblées grâce à mon travail à temps partiel à la bibliothèque. Je n'ai jamais rien dit à nos parents. Je les ai laissés croire à son mensonge selon lequel il avait perdu son portefeuille et avait besoin d'argent liquide. J'avais passé des décennies à le rattraper avant qu'il ne touche le fond, purement parce que je l'aimais. Je voulais qu'il réussisse. Je pensais que nous formions une équipe contre le reste du monde, ou du moins contre les attentes élevées de nos parents. Mais la dynamique a changé il y a 6 mois lorsque Valentine est entrée en scène. Valentine était la fiancée de Lucas. Elle était belle d'une manière très étudiée et tranchante, toujours parfaitement manucurée, parfaitement méchée et parfaitement condescendante. Elle travaillait comme consultante pour influenceurs, ce qui, pour autant que je puisse en juger, signifiait qu'elle passait beaucoup de temps à prendre des photos de son brunch et à dire aux autres comment avoir l'air riche. Elle avait immédiatement identifié la dynamique de pouvoir au sein de notre famille. Elle a vu que Bernard et Sylvie vénéraient Lucas et elle s'en est servie. Elle a nourri leur ego. Elle appelait mon père monsieur avec une révérence haletante et complimentait la cuisine de ma mère comme si elle était digne d'un guide Michelin. Et elle me traitait comme la domestique. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée. Lucas l'avait amenée à un barbecue familial. J'étais dans la cuisine en train d'aider ma mère à préparer les salades car, comme d'habitude, les hommes parlaient affaires à l'extérieur. Valentine est entrée en coup de vent dans la cuisine en tenant un verre de vin vide. « Oh, Amélie, sois un amour et remplis-moi ça », a-t-elle demandé, poussant le verre vers moi sans établir de contact visuel. Elle était occupée à regarder son reflet dans la porte du micro-ondes. J'ai versé le vin. « Alors, Valentine, Lucas me dit que tu travailles dans le marketing. » Elle a ri, un son tintant et condescendant. « Oh, non, ma chérie. Je construis des marques. C'est un peu plus complexe que le simple marketing. Il s'agit de sélection de style de vie. » Elle a pris une gorgée et m'a scruté de la tête aux pieds. « Lucas dit que tu fais de la saisie de données ou quelque chose comme ça. Ça doit être relaxant, peu stressant. » Je possède une entreprise de logistique, les jeux corrigés doucement. Nous gérons la chaîne d'approvisionnement pour. C'est ça, les ordinateurs, a-t-elle fait un signe de la main avec dédain. C'est bien pour toi. C'est important d'avoir un petit passe-temps pour t'occuper jusqu'à ce que tu t'installes. Ma mère, qui coupait des concombres à proximité, est intervenue. Oui, Amélie travaille très dur à son bureau, bien que nous continuions de lui dire qu'une carrière ne fait pas tout. Valentine, as-tu vu la bague que Lucas a choisie? Il a un goût tellement impeccable. Valentine rayonnait, exhibant le diamant que,
je le savais, Lucas avait payé avec une carte de crédit à un taux d'intérêt obscène. C'est vrai. Il va tellement bien s'occuper de moi. C'est si rare de trouver un homme qui subvient véritablement aux besoins de nos jours. Elle m'a alors jeté un regard. Il fut bref, mais fatal. C'était un regard qui disait, « Je sais que c'est toi la perdante ici, je sais que j'ai remporté le prix, et je vais m'assurer que tout le monde le sache. » À partir de ce jour, Valentine a été l'architecte de mon isolement. Elle chuchotait à l'oreille de Lucas. Elle l'a encouragé à ne pas venir à mon dîner d'anniversaire parce qu'ils avaient des réservations dans ce nouvel endroit exclusif. C'était elle qui hochait vigoureusement la tête lorsque mon père faisait des blagues sur mon célibat. C'était elle qui entretenait le mythe de l'enfant chéri parce que tout son style de vie dépendait du fait que Lucas soit l'incarnation du succès. Si Lucas échouait, l'image de Valentine échouait. Ainsi, quand j'ai découvert que Lucas avait perdu son emploi, j'ai su qui était la véritable ennemie. Ce n'était pas seulement l'incompétence de mon frère. C'était l'ambition de Valentine. Elle ne le laisserait pas avouer la vérité à nos parents. Elle le forcerait à mentir, à creuser un trou plus profond juste pour maintenir l'illusion du pourvoyeur. Il formait une paire dangereuse, un menteur désespéré et une arriviste impitoyable. Et ils étaient sur le point d'entrer directement dans mon monde. C'était 3 mois après la fête d'anniversaire quand mon téléphone de bureau a sonné. Mon assistante de direction, Céline, m'a appelé. « Amélie, il y a un monsieur Lucas ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit qu'il est votre frère. Il dit que c'est une urgence. » J'ai fait pivoter ma chaise pour faire face à la porte. Je m'attendais à cet appel, bien que je ne me sois pas attendu à ce qu'il se présente en personne. Le désespoir devait avoir atteint son point de rupture. « Faites-le entrer », ai-je dit d'une voix calme. Je me suis redressé dans mon blazer. J'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau, non pas de ma famille, mais de mon équipe le jour où nous avons lancé notre logiciel phare. La porte s'est ouverte. Lucas est entré. Il avait l'air terrible. Son costume était froissé. Ses yeux étaient injectés de sang. Et cet éclat de garçon prodige avait complètement disparu. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Il ressemblait à un homme en train de se noyer. « Salut, Frangine », a-t-il dit, essayant de feindre un sourire qui a vacillé immédiatement. Joli bureau, plus grand que je ne le pensais. « Bonjour, Lucas », ai-je dit, sans me lever. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. « À quoi dois-je ce plaisir ?» Il s'est assis, jouant nerveusement avec ses boutons de manchette. Il a regardé autour de la pièce, observant les fenêtres du sol au plafond, l'art moderne, le bourdonnement des affaires sérieuses qui se déroulaient juste devant ma porte. Pour la première fois, j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. « J'ai besoin d'une faveur », a-t-il chuchoté. « Je t'écoute », ai-je dit. « Je suis entre 2 opportunités en ce moment », a-t-il balbutié en utilisant le jargon d'entreprise que Valentine lui avait probablement enseigné. « Juste une transition temporaire, mais les liquidités sont un peu serrées. » Valentine. Elle a des attentes. Les acomptes pour le mariage sont dus, le loyer. Il a pris une inspiration et m'a regardé, le regard suppliant. « J'ai besoin d'un emploi, Amélie, juste pour un moment jusqu'à ce que je décroche le prochain grand poste de directeur. Je sais que tu as cette entreprise. Peux-tu me trouver une place ? Vente, direction, n'importe quoi. » Je l'ai regardé. J'ai regardé le frère qui avait laissé notre père m'humilier. J'ai pensé à Valentine, qui avait qualifié l'œuvre de ma vie de passe-temps. J'ai effectivement un poste libre, ai-je dit lentement. Nous avons eu un poste soudainement vacant ce matin. C'est pour un début immédiat. Tous les avantages sociaux inclus. Lucas s'est affaissé de soulagement. Oh, Dieu merci. Merci, Amé. Je savais que je pouvais compter sur toi, vice-président des ventes, directeur régional. Non, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave, devenant la voix de la présidente directrice générale. Ces postes sont occupés par des professionnels qualifiés. J'ai fait glisser un dossier sur le bureau. Le poste est au sein de l'équipe de maintenance des installations, plus précisément la salubrité. Lucas s'est figé. Tu veux que je sois agent d'entretien? C'est payé 21 € de l'heure, ai-je dit froidement. C'est à prendre ou à laisser.
Lucas a fixé le mot salubrité sur le contrat comme s'il était écrit dans une langue extraterrestre. La couleur avait quitté son visage, le laissant d'une nuance grise, pâle et en sueur. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, son rire ressemblant plus à un étouffement. « Tu me fais une farce. C'est une sorte de bizutage pour le nouveau vice-président ?» Je n'ai pas souri. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai simplement tapoté le papier de mon index. Aucune blague, Lucas. C'est le seul poste vacant que j'ai. Les heures sont de 18h à 2h du matin. Cela implique de nettoyer le hall principal, les salles de repos et, oui, les toilettes de la direction au dernier étage. C'est payé 21 € de l'heure, ce qui est généreux pour la norme de l'industrie, mais je suis prête à l'augmenter parce que tu es de la famille. Je ne peux pas être agent d'entretien, Amélie, a-t-il sifflé, se penchant en avant, la voix brisée. Je suis un professionnel de la vente. J'ai une image de marque. Que dira Valentine? Que diront maman et papa? Cela ne dépend que de toi, ai-je répondu calmement. Tu peux leur dire la vérité, que tu as perdu ton travail et que ta sœur t'aide à te remettre sur pied, ou tu peux ne rien leur dire. Mais j'ai besoin d'une réponse maintenant. Mon responsable des installations est prêt à publier cette annonce en ligne dans 10 minutes. Lucas a regardé la porte, puis de nouveau le contrat. Il faisait le calcul dans sa tête. Le loyer de l'appartement sur les quais de Seine, la location de la BMW, les paiements de la bague de fiançailles. Il était pris au piège et nous le savions tous les deux. Je le prends, a-t-il chuchoté, la défaite faisant s'affaisser ses épaules. Mais tu ne peux pas le leur dire. Tu dois me le promettre, Amélie. Si maman découvre que je récure des toilettes, ça la tuera. Je ne divulguerai pas l'information de mon propre chef, ai-je dit en formulant mes mots avec soin. Mais, Lucas, tu sais comment se passent ces choses. La vérité finit toujours par faire surface. Il a signé les papiers d'une main tremblante. La transformation fut immédiate et choquante. Le lendemain soir, après que le personnel de l'entreprise se fut en grande partie retiré, je suis resté tard dans mon bureau. Je regardais les images de sécurité sur mon deuxième écran. À 18h15, Lucas est entré dans la buanderie du sous-sol vêtu d'un costume impeccable. À 18h30, il en est ressorti vêtu de la combinaison bleu marine de Hexagone Logistique. Elle était légèrement trop courte aux jambes, exposant ses mocassins onéreux, un contraste ridicule qui résumait toute son existence. Il poussait un seau à serpillière jaune. J'ai zoomé sur le flux de la caméra. Son expression était un mélange de misère et de terreur. Chaque fois qu'un employé travaillant tard passait devant lui dans le couloir, il baissait la tête, faisant semblant d'inspecter une tache sur le sol, terrifié à l'idée d'être reconnu. Mais il ne se contentait pas de travailler, il complotait. Une semaine après son embauche, j'ai décidé de faire quelques recherches numériques. J'ai ouvert LinkedIn. C'était là, une nouvelle mise à jour sur le profil de Lucas, publiée 2 jours auparavant seulement. Lucas de nom de famille, directeur des opérations stratégiques chez Hexagone Logistique, ravi de rejoindre l'entreprise familiale et de diriger l'équipe vers une nouvelle ère de croissance. La publication avait plus de 200 mentions j'aime. Mes parents avaient commenté, naturellement. Bernard, enfin à la place qu'il mérite, montre-leur comment on fait, mon fils. Sylvie, mon cadre, si fier. Valentine, les agissements d'un couple de pouvoir uniquement, parfait. Je me suis adossé à ma chaise, la lueur de l'écran illuminant le bureau sombre. Il ne mentait pas seulement par omission. Il inventait activement une carrière en utilisant le nom de mon entreprise. Il usurpait le prestige dans le monde de l'entreprise. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon service juridique. Rédiger un accord de confidentialité standard et un formulaire de conformité éthique pour le personnel de salubrité, ai-je ordonné. Et plus précisément, je veux une clause sur la fausse déclaration des titres de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Ne l'appliquez pas encore. Gardez-le juste prêt pour mon dossier. Je n'allais pas le renvoyer. Pas encore. Le renvoyer serait trop facile. J'avais besoin qu'il creuse le trou si profondément que lorsque les murs s'effondreraient finalement, il n'y aurait aucune échappatoire. 3 semaines plus tard, la tension devenait visible. Lucas avait l'air épuisé, faire un travail physique la nuit tout en faisant semblant d'avoir un travail de bureau très stressant le jour, vraisemblablement pour sauver les apparences devant Valentine, le vider de son énergie.
Je l'ai rencontré en chair et en os un mardi soir. J'étais resté tard pour examiner le budget trimestriel. Je suis entré dans le couloir de l'aile de la direction, mes talons claquant sèchement sur les sols en marbre. Lucas était là. Il polissait la poignée en laiton de la porte de la salle de conférence. Il s'est figé en me voyant. « Tu as raté un endroit », ai-je dit doucement, m'arrêtant à côté de lui. Il s'est redressé, serrant le chiffon en microfibre. « Ce n'est pas drôle, Amélie. Mon dos me tue. Les produits chimiques font peler mes mains. Regarde ça. » Il a levé les mains, qui étaient en effet rouges et à vif. « Je ne peux pas continuer à faire ça. » Alors démissionne, ai-je haussé les épaules. « Mais qui paiera pour la BMW alors ? » J'essaie de trouver autre chose, a-t-il rétorqué, baissant la voix lorsqu'il a réalisé à quel point il parlait fort. Mais le marché est difficile. Et Valentine, elle a accéléré les préparatifs du mariage. Elle a réservé le Meurice. As-tu une idée de ce que coûte l'acompte du Meurice ? Je présume que c'est plus que ce qu'un agent d'entretien gagne en un an, ai-je dit d'un ton sec. Elle pense que je suis le directeur des opérations, a-t-il lâché, la confession sortant de lui d'un coup. Elle pense que tu m'as fait venir pour remanier la division des ventes. Elle le dit à tout le monde. Elle le dit à ses amis, à ses parents, à nos parents. Il m'a regardé avec des yeux paniqués. Tu dois me soutenir, Amé, juste pour un petit moment. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Si elle découvre que je suis l'agent d'entretien, elle me quittera. J'ai regardé mon frère, un homme de 30 ans terrifié à l'idée que sa fiancée le quitte s'il arrêtait d'être un distributeur automatique de billets. Si elle te quitte parce que tu as perdu ton emploi, Lucas, c'est qu'elle ne t'aime pas, ai-je dit, un rare moment de véritable conseil fraternel perçant à travers ma colère. Tu ne comprends pas, a-t-il ricané avec mépris, son visage se tordant pour retrouver son arrogance défensive. Les gens comme nous, les gens qui réussissent. Nous avons des standards. Valentine a des standards. Tu ne pourrais pas comprendre parce que tu es, eh bien, tu es heureuse d'être seule. La sympathie s'est évaporée instantanément. Le commentaire sur les gens qui réussissent. Même en portant une combinaison d'agent d'entretien, debout dans le couloir du bâtiment que j'avais construit, il croyait toujours qu'il était supérieur à moi. Remets-toi au travail, Lucas, ai-je dit, d'une voix glaciale. Il n'y a plus d'essuie-tout dans les toilettes de la direction du côté nord. Règle ça. Je me suis éloigné, le laissant bouillonner de colère. Le véritable test a eu lieu 2 jours plus tard. Ma réceptionniste m'a appelé, la voix étouffée. Amélie. Il y a une femme ici pour vous voir. Une Valentine. Elle dit qu'elle est ici pour déjeuner avec le directeur des opérations, mais nous n'avons personne enregistré sous ce titre. Elle insiste sur le fait qu'elle est au bon endroit. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. C'était le moment. Faites-la monter dans mon bureau, ai-je dit. Et dites à la sécurité de garder Lucas au sous-sol. Ne le laissez pas monter dans le hall. Valentine a fait une entrée théâtrale dans mon bureau 5 minutes plus tard. Elle était impeccable dans un tailleur blanc qui coûtait probablement 2800 €. Elle tenait un sac de créateur contenant des plats à emporter. Amélie, a-t-elle gazouillé, regardant mon bureau d'un œil critique. Espace mignon, un peu industriel, mais je suppose que cela correspond à la marque. Bonjour, Valentine, ai-je dit, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. À quoi dois-je cette visite ? Je suis ici pour faire une surprise à Lucas pour le déjeuner, a-t-elle dit, posant le sac sur ma table de conférence sans demander la permission. Il a été si occupé avec la nouvelle promotion. Il dit qu'au fond, il dirige la boîte pour toi. C'est si gentil de ta part d'admettre enfin que tu avais besoin de son aide. Je lui ai dit, Lucas, vas-y et sauve cette entreprise. Je l'ai dévisagé. L'audace était à couper le souffle. Elle croyait vraiment que moi, la fondatrice, j'avais besoin de son fiancé au chômage pour sauver ma société de plusieurs millions de dollars. Lucas n'est pas disponible, ai-je dit. Il est actuellement au fond des tranchées, à gérer des situations très compliquées dans le département de la salubrité. Oh, délégué au personnel inférieur, a-t-elle ri. C'est bien pour lui. Il doit apprendre à faire claquer le fouet. Eh bien, dis-lui simplement que je suis passé et dis-lui que ma mère vous attend tous les deux pour le dîner samedi prochain, une petite réunion de famille pour célébrer.
Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée, les yeux plissés. « Tu sais, Amélie, a-t-elle dit, sa voix baissant pour devenir un murmure de conspiration. C'est vraiment très noble de ta part de t'effacer et de laisser Lucas prendre les rênes. Peu de sœurs seraient assez sûres d'elle pour laisser leur frère être la star. Ça te va bien d'être en arrière-plan. » Elle a souri, tel un requin montrant ses dents, et est partie. Je suis resté assise dans le silence qu'elle avait laissé derrière elle. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. T'effacer, en arrière-plan, la star. Elle venait de me tendre le détonateur. Dîner samedi prochain, ai-je chuchoté à la pièce vide. Parfait. La semaine précédant le dîner de célébration a été une étude de la guerre psychologique. Mes parents m'ont appelé sans cesse. Nous sommes tellement soulagés, a dit ma mère le mardi. Nous étions inquiets pour Lucas pendant un moment avec son ancien travail, mais maintenant, directeur des opérations. Amélie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu lui donnais une si grande responsabilité? Je voulais que ce soit une surprise, ai-je dit, ma voix neutre. Eh bien, Bernard est tout simplement aux anges, a-t-elle poursuivi. Il a dit au gars du club de golf que Lucas reprenait enfin l'héritage familial. Il dit que c'est bien d'avoir un homme à la barre de l'entreprise. Tu sais comment il s'inquiète de te voir gérer le stress. J'ai serré le téléphone si fort que le plastique a craqué. Reprendre, un homme à la barre. Je sais, maman, ai-je dit, papa a toujours eu des opinions bien arrêtées. Nous allons faire un grand toast au dîner, a-t-elle promis. Assure-toi d'être à l'heure. Ne sois pas en retard à cause du travail. C'est la soirée de Lucas. Je ne raterai ça pour rien au monde, ai-je répondu. Pendant ce temps, au bureau, l'enquête sur les performances de Lucas était terminée. J'avais demandé au superviseur d'équipe, un homme pragmatique nommé Gérard, de m'envoyer un rapport complet. Il était accablant. Employé, Lucas de nom de famille, poste, personnel d'entretien, incident. Premièrement, constamment en retard pour le début de son service, 4 fois en 2 semaines. Deuxièmement, surpris en train de dormir dans le placard des fournitures de la salle de repos. Troisièmement, refus de nettoyer les toilettes pour hommes du 2e étage en raison d'odeurs inacceptables. Quatrièmement, comportement impoli envers le personnel de sécurité. J'ai imprimé le rapport. Ensuite, je suis allé sur le serveur des ressources humaines et j'ai imprimé son contrat de travail signé, celui indiquant clairement le titre du poste, concierge et ingénieur en salubrité, et le taux horaire de 21 €. J'ai également imprimé une capture d'écran de son profil LinkedIn prétendant être directeur. J'ai placé ces 3 documents dans une élégante chemise en cuir noir. Le vendredi soir, la veille du dîner, je suis descendu au quai de chargement où le personnel d'entretien pointait à la fin de son service. Lucas était là, ressemblant à un zombie. Il avait des taches d'eau de javel sur ses poignets. Grand dîner demain, ai-je dit, m'adossant au mur. Lucas a sursauté. Jésus, Amélie, ne m'approche pas furtivement par derrière. Es-tu prêt, ai-je demandé. Ouais, il a essuyé la sueur de son front. Écoute, à propos de demain, papa va faire un discours. S'il te plaît, laisse-lui ce moment. Laisse-moi ce moment. Je postule pour d'autres emplois. J'ai un entretien la semaine prochaine. Je ne serai bientôt plus dans tes pattes. Contente-toi d'hocher la tête et de sourire, d'accord? Tu veux que je leur mente, Lucas? Je veux que tu sois une sœur, a-t-il crié, sa voix résonnant dans le hangar en béton. Pour une fois dans ta vie, arrête d'être la présidente directrice générale et sois juste ma sœur. Protège-moi. C'est ce que fait la famille. La famille se respecte mutuellement, ai-je répliqué. La famille ne présente pas sa sœur comme une ratée à sa propre fête. La famille ne laisse pas sa fiancée rabaisser la personne qui paie ses factures. Valentine a juste du tempérament, a-t-il marmonné. C'est une brute, Lucas, et tu es un lâche. Il a fait un pas vers moi, le visage rouge. Tu es jalouse. C'est ça l'histoire. Tu es jalouse parce que même quand je passe la serpillière sur les sols, il m'aime plus que toi. Tu peux acheter le bâtiment, Amélie, mais tu ne peux pas acheter leur fierté. Je suis toujours le fils. Le silence qui a suivi fut lourd et absolu. Il avait prononcé à voix haute ce qu'il pensait tout bas. Il le savait. Il misait là-dessus. Il utilisait leur favoritisme contre moi comme une arme,
convaincu que j'étais tellement désespéré de recevoir leur amour que je ravalerais n'importe quelle indignité juste pour maintenir la paix. Il avait tort. Tu as raison, Lucas, ai-je dit doucement. Je ne peux pas acheter leur fierté, mais je peux certainement clarifier ce dont ils sont fiers. Je me suis détaché du mur et je suis parti. Qu'est-ce que ça veut dire, m'a-t-il interpellé dans mon dos, un soupçon de panique revenant dans sa voix. Amélie, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me suis pas retourné. Je suis allé directement à ma voiture, la chemise en cuir noir rangée en sécurité dans mon sac. Le trajet du retour était étrange. J'ai ressenti un sentiment de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'était le calme d'un soldat qui a fini de nettoyer son fusil et qui attend simplement l'aube. Je suis arrivé chez moi et j'ai posé la tenue pour le lendemain sur mon lit, une robe d'un rouge cramoisi éclatant, une armure. J'ai passé en revue le plan. Le dîner, la maison de mes parents, les invités, maman, papa, Lucas, Valentine, moi et tante Chantal, la commère de la famille, le sujet, l'ascension fulgurante de Lucas au sommet de Hexagone Logistique. J'ai ouvert la chemise une dernière fois. J'ai regardé le contrat portant la signature de Lucas. Il voulait un enfant qui avait réussi. J'allais leur montrer exactement à quoi ressemblait la réussite. La réussite n'était pas un titre à propos duquel on mentait sur Internet. La réussite, c'était le pouvoir d'embaucher, de licencier et d'exposer la vérité. J'ai fermé la chemise. Le piège était tendu. Il ne leur restait plus qu'à tomber dedans. Et connaissant ma famille, ils allaient y foncer tête baissée, flûte à champagne à la main. La maison de mes parents sentait le roast-beef et le parfum onéreux, le parfum d'une célébration qui n'avait pas été méritée. Je suis entré avec 5 minutes de retard, délibérément. La robe cramoisie m'allait comme une seconde peau, un contraste saisissant avec les tons beige et pastel que ma mère affectionnait pour sa décoration intérieure. La voilà, a tonné mon père, Bernard, depuis la salle à manger. Il tenait déjà un verre de scotch. L'associée silencieuse, entre, Amélie, viens t'asseoir. Nous étions juste en train d'entendre parler du nouveau bureau d'angle de Lucas. Je suis entré dans la salle à manger. La table était dressée avec la belle porcelaine, les assiettes à bord dorées généralement réservées à Noël ou aux visites de l'évêque. En bout de table était assis mon père. À sa droite, Lucas. À côté de Lucas, Valentine, l'air prédatrice et satisfaite. Tante Chantal était assise en face d'eux, les yeux fuyants, impatiente que les nouvelles se répandent au reste de la famille élargie. Bonjour tout le monde, ai-je dit en prenant ma place à l'autre extrémité, à l'opposé de mon père. Le symbolisme ne m'avait pas échappé. Tu as l'air audacieuse, a dit Valentine en lorgnant ma robe rouge. Une couleur très agressive pour un dîner de famille, mais je suppose que tu as besoin de te démarquer d'une manière ou d'une autre. Je me sentais d'humeur festive, ai-je souri en posant d'un coup sec ma serviette sur mes genoux. C'est une grande soirée, n'est-ce pas? Énorme, ma mère, Sylvie, a apporté un plat de légumes rôtis. Nous sommes tout simplement si fiers. Lucas nous parlait de la nouvelle fusion qu'il gère. Amélie, tu dois être tellement soulagée qu'il te soulage de ce poids. J'ai regardé Lucas. Il fixait intensément son verre d'eau, une goutte de sueur coulant sur sa tempe malgré la climatisation. Oh, absolument, ai-je dit, ma voix douce comme de la soie. Lucas a été indispensable. Les choses qu'il gère, personne d'autre ne voulait y toucher. C'est ça le leadership, a acquiescé mon père d'un air sage, prendre les travaux dont personne d'autre ne veut. C'est ce que je t'ai toujours dit, Lucas. Un leader se salit les mains. J'ai presque ri à haute voix. Il le fait certainement, papa. Il se salit beaucoup les mains. Lucas m'a lancé un regard noir et paniqué, ses yeux me suppliant d'arrêter. Mais Valentine n'a pas remarqué l'attention. Elle était trop occupée à se pavaner. Eh bien, est intervenue Valentine en posant une main sur le bras de Lucas, nous avons en fait regardé des maisons. La structure des primes pour le poste de directeur est tout simplement incroyable. Nous pensons à la communauté fermée du Vésinet. Le Vésinet, a halté tante Chantal. C'est exclusif. Seulement le meilleur pour l'homme qui dirige Hexagone Logistique, a souri Valentine avec suffisance. Le dîner s'est poursuivi dans une agonie d'invention. Lucas a raconté mensonge après mensonge, manifestement répété. Il a parlé de licencier les poids morts, ironique, d'optimiser les flux, il parlait des schémas de passage de la serpillière,
et de gérer les actifs liquides, nettoyer les toilettes. Mes parents ont tout gobé, hochant la tête et souriant, me jetant des regards apitoyés, à moi, la sœur qui avait fondé l'entreprise mais qui n'était plus, dans leur esprit, qu'une spectatrice de la grandeur de son frère. Enfin, le moment est arrivé. Mon père s'est levé, tapotant son verre. Un toast, a-t-il annoncé. Nous avons tous levé nos verres. À mon fils, Lucas, a commencé Bernard, la voix tremblante de fierté. Pendant des années, nous savions que ce jour viendrait. Il a pris ses responsabilités. Il est le directeur des opérations, l'avenir de l'entreprise, et le seul de cette famille à avoir l'instinct de tueur pour véritablement réussir. À Lucas, notre réussite. À Lucas, on renchérit ma mère et tante Chantal. Valentine l'a embrassé sur la joue. À mon puissant mari. Ils ont bu. Je ne l'ai pas fait. Je tenais mon verre, les regardant savourer le mensonge. La pièce est devenue silencieuse lorsqu'ils ont posé leur verre. Mon père m'a regardé, s'attendant à ce que je me joigne aux éloges. Amélie, m'a-t-il incité, rien à ajouter? J'ai posé mon verre, le son fut sec contre le bois. En fait, ai-je dit, ma voix portant clairement dans le silence. J'ai bien une question. Puisque nous discutons des responsabilités quotidiennes de Lucas au bureau. Je me suis tourné et j'ai plongé mon regard dans celui de mon frère. Il a cessé de respirer. J'ai souri, une courbure des lèvres douce et venimeuse. Comment apprécie-t-il le nettoyage des toilettes de la direction? Le silence qui a suivi n'était pas juste calme. C'était un vide. Il a aspiré l'air de la pièce. Ma mère a cligné des yeux. Quoi? Les toilettes de la direction, ai-je répété, en articulant chaque syllabe, au dernier étage, celle avec les comptoirs en marbre. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus d'essuie-tout dans la cabine Normandie. As-tu eu le temps de réapprovisionner cela, Lucas? Ou étais-tu trop occupé à restructurer l'équipe de vente? Valentine a poussé un rire sec et incrédule. De quoi parle-t-elle? Amélie, tu as bu trop de vin. Ce n'est pas drôle. Je n'ai pas bu une goutte, ai-je dit. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti la chemise en cuir noir. Je l'ai fait glisser sur la longue table. Elle a tourné parfaitement, s'arrêtant juste devant mon père. Ouvre-la, ai-je ordonné. Amélie, ça suffit, a grondé mon père, le visage devenant violet. Arrête d'essayer d'humilier ton frère juste parce que tu es jalouse. Ouvre-la. La main de mon père tremblait en ouvrant la chemise. La première chose qu'il vit fut la photo que j'avais imprimée à partir des images de sécurité, Lucas dans la combinaison bleue d'agent d'entretien, poussant un seau à serpillière jaune devant le bureau de la réception à 23 heures. Mon père a fixé l'image. Il ne parvenait pas à l'assimiler. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il chuchoté. Continue de lire, ai-je dit. La page suivante est son contrat de travail, signé par lui il y a 3 semaines. Mon père a tourné la page. Il a lu à haute voix, sa voix à peine audible. Poste, ingénieur en salubrité, équipe des installations. Taux horaires, 21 €. C'est un mensonge, a soudainement crié Lucas, se levant d'un bond si rapide que sa chaise est tombée à la renverse avec fracas. Elle l'a falsifié. Elle essaie de me saboter. Assieds-toi, Lucas, ai-je dit, sans élever la voix. Ou je vais diffuser l'enregistrement audio dans lequel tu me supplies de te donner le travail parce que tu étais fauché et terrifié à l'idée que Valentine te quitte. Valentine a lentement tourné la tête vers Lucas. L'adoration avait disparu, remplacée par un regard d'horreur naissante et de dégoût absolu. Tu es agent d'entretien, a-t-elle chuchoté. C'est temporaire, a balbutié Lucas, cherchant sa main. Elle a reculé comme s'il était contagieux. Bébé, écoute. Je fais du conseil. J'analyse l'entreprise de fond en comble. C'est un truc à la patron incognito. Il nettoie les toilettes, Valentine, ai-je coupé de façon impitoyable, de 18h à 2h du matin. Il a été licencié de son emploi dans la vente il y a 4 mois pour incompétence et fraude sur ses notes de frais. Il n'a aucune économie. L'acompte pour le Meurice, il ne peut même pas se payer un acompte sur une pizza. Valentine s'est levée. Elle a regardé le contrat sur la table, puis la photo de Lucas dans la combinaison. Son visage s'est durci en un masque de fureur pure. Tu m'as dit que tu étais directeur, a-t-elle sifflé.
Tu m'as dit que tu achetais la maison au Vésinet. Tu m'as laissé dire à ma mère que nous allions fusionner nos familles. Nous pouvons toujours, a commencé Lucas. Tu es un menteur, a-t-elle craché. Et tu es fauché. Elle a attrapé son sac à main. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas dit au revoir à mes parents. Elle est simplement sortie de la salle à manger. Nous avons entendu la porte d'entrée claquer un instant plus tard. Le son a résonné comme un coup de feu. Lucas est resté là, titubant légèrement. Ma mère pleurait dans sa serviette. Tante Chantal regardait la photo du seau à serpillière, la bouche ouverte. Mon père a levé les yeux du dossier. Il avait l'air vieux. Toute la fanfaronnade, toute l'arrogance s'était vidée de lui. Il a regardé son enfant chéri. Puis il m'a regardé. Pourquoi, m'a-t-il demandé, la voix brisée. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi l'as-tu fait honte comme ça devant la famille? Je ne lui ai pas fait honte, papa, je me suis levé, lissant ma robe. C'est toi qui l'as fait. Tu t'es tenu là et tu as dit au monde qu'il était la réussite incarnée tout en ignorant la personne qui possède réellement l'entreprise. Tu voulais tellement un fils qui réussisse que tu as préféré croire un mensonge plutôt que de reconnaître la vérité concernant ta fille. J'ai pris mon sac à main. Lucas, tu es licencié, ai-je ajouté avec désinvolture, pour fausse déclaration des références de l'entreprise. La sécurité t'enverra tes effets personnels de ton casier par la poste. Ne viens pas au bâtiment. Je me suis retourné et je suis sorti. Derrière moi, le seul son était celui des sanglots de ma mère et de Lucas essayant de s'expliquer, « Mais papa, j'allais te le dire. » Je ne me suis pas retourné. Les retombées furent rapides et totales. Au moment où je suis arrivé chez moi ce soir-là, mon téléphone explosait de messages de Lucas, des messages méchants, désespérés et vitrioliques me reprochant d'avoir ruiné sa vie. J'ai bloqué son numéro sans lire au-delà des 2 premiers. Le lendemain matin, dimanche, je me suis assise sur ma terrasse avec une tasse de café, écoutant les oiseaux. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le poids écrasant de devoir faire mes preuves. L'illusion était brisée. Mon père est venu me voir 3 jours plus tard. Il n'a pas appelé avant, il s'est juste présenté à mon bureau. Mon assistante a essayé de l'arrêter, mais je l'ai laissé entrer. Il s'est tenu au milieu de mon bureau, mon vrai bureau, avec la vue panoramique sur la ville, et a regardé autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. Il a regardé les récompenses sur l'étagère. Il a regardé l'étage animé des employés de l'autre côté des murs de verre. Je ne savais pas, a-t-il dit doucement. Tu n'as pas demandé, ai-je répondu sans lever les yeux de mon écran. Il nous a menti, Amélie, pendant des mois. Et vous lui avez facilité la tâche, ai-je dit, me tournant enfin pour lui faire face. Vous avez rendu si évident que vous n'accordiez de l'importance qu'aux statuts et aux apparences qu'il a senti qu'il devait mentir pour exister dans votre monde. Et vous m'avez fait comprendre si clairement que j'étais invisible que j'ai dû incendier la maison juste pour être vu. Il a tressailli. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir invisible. Nous nous sommes inquiétés pour toi. Tu travailles si dur. Tu es seul. Je ne suis pas seul, papa. J'ai désigné l'entreprise autour de moi. J'ai construit une communauté. J'ai construit un héritage. Tu ne l'as simplement pas reconnu parce qu'il ne ressemblait pas à celui que tu voulais. Il est resté là pendant un long moment, tordant son chapeau entre ses mains. Il voulait l'absolution. Il voulait que je dise que tout allait bien, que nous pouvions revenir à la normale. Je suis désolé, a-t-il fini par dire. C'était raide, difficile pour lui. Merci, ai-je dit. Mais les excuses ne changent pas le passé, et elles ne changent pas le fait que Lucas a besoin de grandir. Si tu le tires d'affaire cette fois-ci, si tu lui donnes de l'argent ou si tu le laisses revenir vivre à la maison, tu vas le détruire. Laisse-le échouer. C'est la seule façon pour lui de réussir un jour pour de vrai. Je ne sais pas s'il a écouté, mais je sais que Lucas a emménagé dans un petit studio à l'autre bout de la ville. Valentine ne lui a plus jamais adressé la parole. La rumeur dit qu'elle s'est fiancée à un gestionnaire de fonds spéculatifs dans les 3 mois. Lucas a fini par trouver un emploi dans une agence de location de voitures, un poste de premier échelon. Pas de titre prestigieux, pas de toilette de direction. Aux dernières nouvelles, il arrivait effectivement à l'heure au travail. Quant à moi, j'ai arrêté d'assister au dîner du dimanche. J'ai arrêté de chercher leur approbation.
J'ai commencé à passer mes week-ends à faire de la randonnée, à voyager et à être la mentor de jeunes femmes dans les affaires. La relation avec mes parents est polie, distante. Nous parlons de la météo. Nous parlons de sport. Mais nous ne parlons pas de réussite. Nous n'en avons pas besoin. Le silence à cette table à manger a dit tout ce qui avait besoin d'être dit. J'ai réalisé ce soir-là que j'avais passé 30 ans à essayer de gagner à un jeu qui était truqué contre moi. La seule façon de gagner était de renverser le plateau, de s'en aller et de construire sa propre table. Et je dois admettre que la vue depuis la place d'honneur de ma propre table est plutôt spectaculaire.